Ma peau s'est couverte de frissons. Je n'avais jamais rien vu de semblable auparavant. De nombreuses théories, parfois très imaginatives, ont été proposées, mais aucune n'a réussi à apporter une explication solide. Tout n'est que supposition. Pendant plus de 10 ans, chaque expert qui a étudié cet objet au fond de la mer Baltique a réagi de la même manière. D'abord le silence, puis la peur. Et avant d'aller plus loin, si ce genre de mystère vous fascine autant que moi, prenez une seconde pour vous abonner. Car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous imaginez. En juin 2011, des chasseurs de trésors suédois, Peter Lindberg et Dennis Osberg, ont découvert une masse en forme de disque d'environ 60 mètres de diamètre, reposant à 90 mètres de profondeur sur le fond marin. Elle présentait des bords nets et géométriques, des traces de brûlures sur sa surface et derrière elle, une tranchée de près de 300 mètres creusée dans le sol, comme si quelque chose s'était écrasé là. Leur équipement cessait de fonctionner chaque fois qu'ils s'approchaient. Les plongeurs qui ont touché l'objet ont senti des angles droits, des sortes de couloirs, et même une structure circulaire semblable à un cadre d'écoutille taillé dans une pierre brûlée. Les géologues ont identifié le matériau comme étant du basalte, une roche volcanique qui ne devrait pas exister naturellement dans cette région de la Baltique. Après des années sans réponse, les spécialistes ont fini par donner un nom à ce phénomène, le cadavre d'une technologie. Et lorsque vous comprendrez ce que cela signifie, vous verrez pourquoi la vérité est si troublante. L'image que Peter Lindberg a obtenue ce jour-là dans le golfe de Bothnie aurait dû être banale. Ocean X était une petite entreprise suédoise, spécialisée dans la recherche d'épaves. La mer Baltique en regorge. Au fil des siècles, les batailles navales, le commerce et les accidents maritimes ont semé le fond marin entre la Suède et la Finlande de navires coulés, d'ancres rouillées et de cargaisons dispersées. Habituellement, un signal sonar fort signifiait la découverte d'un vieux bateau en bois, et donc un gain financier. Mais ce qui est apparu sur l'écran ce jour-là n'était pas un navire. L'image s'est formée en moins d'une heure. Cet objet étrange est apparu soudainement sans prévenir. Ce n'était pas un bateau, c'était rond, immense, en forme de disque, avec des contours parfaitement nets. Pas érodé, pas cassé, mais incroyablement précis. Ces lignes étaient trop propres, trop régulières, trop intentionnelles pour être naturelles. Lindberg a relancé le scan. Même résultat, il a changé la fréquence. Toujours la même image. Le sonar fonctionnait parfaitement. Il montrait quelque chose qui n'aurait pas dû être là. L'objet mesurait environ 60 mètres de diamètre et reposait à 90 mètres de profondeur. Sa surface était marquée de zones sombres, comme brûlées, disposées de manière irrégulière. Des formes inhabituelles apparaissaient, accompagnées de motifs que l'équipage n'avait jamais vus auparavant. Le sonar révélait également des angles géométriques étonnamment précis, presque comme s'ils avaient été fabriqués. Mais ce qui a vraiment choqué l'équipe, ce n'était pas seulement l'objet, c'était ce qui se trouvait derrière lui. Une tranchée parfaitement droite, longue de près de 300 mètres, creusée profondément dans le fond marin, pointait directement vers l'objet, comme une trace laissée par un impact. Ce n'était pas une épave classique. Cela ressemblait davantage à quelque chose qui avait atterri brutalement. La marque qu'il avait laissée était aussi mystérieuse que l'objet lui-même, une cicatrice impossible à expliquer. Et c'est ici que la logique géologique commence à s'effondrer. Le fond de la mer Baltique est l'un des environnements les plus dynamiques en termes de sédiments. Les courants déplacent constamment le sable. Le relief change au fil des siècles. Tout ce qui s'y trouve finit par être recouvert ou disparaître. Les filets, les ancres, même les épaves entières sont lentement englouties. Mais lorsque Lindberg et Osberg sont revenus quelques mois plus tard avec un équipement plus performant, la tranchée était toujours là, nettement visible, profonde, précise. Les matériaux déplacés étaient encore empilés de chaque côté, comme si cela venait d'être creusé, alors que les formations environnantes suggéraient une grande ancienneté. Ce n'était pas une trace laissée par un simple mouvement naturel, c'était une incision nette, comme si une force immense avait traversé le fond marin. L'objet a rapidement attiré l'attention de Volker Bruchert, géologue à l'Université de Stockholm. Lorsqu'il a examiné les données sonar, il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Le golfe de Bothnie
repose sur une zone géologique stable. Il n'y a pas de volcan sous-marin, pas de failles actives, rien qui puisse expliquer le déplacement d'un objet massif en ligne droite sur une telle distance. Les glaciers, par exemple, laissent des traces chaotiques et irrégulières. Ici, la trajectoire était droite, nette et s'arrêtait brusquement. L'objet n'avait aucun lien géologique avec le sol sur lequel il reposait. Il ne provenait pas de la roche environnante, il ne correspondait à aucun processus connu. Après plusieurs analyses, Bruchert est arrivé à une conclusion dérangeante. Cet objet n'avait rien à faire là. Il était étranger à cet environnement. Il était dense, solide, capable de résister à une pression énorme pendant une durée inconnue. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que, lorsqu'ils ont tenté de s'en approcher, quelque chose semblait les repousser. Une zone morte. Et si vous trouvez cela intriguant, attendez de voir ce qui s'est produit ensuite. Lindbergh et Osberg sont revenus avec un équipement amélioré. Sonar plus précis, caméras plus performantes, système de communication par satellite. Cette fois, ils étaient déterminés à obtenir des réponses claires. À distance, tout fonctionnait parfaitement. Les téléphones captaient le signal. Les instruments de navigation étaient stables. Le sonar cartographiait le fond marin sans problème. Puis, à environ 200 mètres de l'objet, tout s'est arrêté. Les communications ont été coupées, les écrans se sont remplis de parasites, les instruments se sont éteints, comme si une frontière invisible venait d'être franchie. Ils ont vérifié le matériel, redémarré les systèmes, rien ne fonctionnait. Puis, ils ont reculé, et instantanément, tout est revenu à la normale. Ils ont répété l'expérience plusieurs fois. À chaque entrée dans cette zone, panne totale. À chaque sortie, fonctionnement parfait. Ce phénomène était constant, brutal, sans transition. L'équipage a commencé à appeler cet endroit l'ado. La zone morte. Plus ils testaient, plus ils étaient troublés. Ce qu'ils avaient trouvé ne se contentait pas d'être étrange. Cela semblait activement empêcher qu'on l'observe. Et cela ne faisait que commencer. Plus ils analysèrent les données, plus la situation devenait inquiétante. Volker Bruchert a étudié les relevés électromagnétiques rapportés par l'expédition, cherchant une explication rationnelle. En théorie, certaines roches riches en fer peuvent perturber légèrement une boussole ou créer de faibles interférences dans des instruments très sensibles. Mais ce qui se produisait ici dépassait largement ces effets connus. Aucun phénomène naturel ne pouvait interrompre des communications satellites, vider l'énergie des appareils et neutraliser totalement des systèmes électroniques dans un rayon de 200 mètres. Ce type d'interférence nécessite une source d'énergie active, pas simplement un champ magnétique passif. L'équipe Ocean X avait déjà navigué au-dessus de nombreuses épaves riches en métal, ainsi que sur des zones connues pour leurs anomalies magnétiques, sans jamais rencontrer ce genre de problème. Même les cartes navales indiquant des variations magnétiques importantes n'avaient jamais causé une telle panne totale. Ce qui se trouvait au fond de la mer ne se contentait pas d'exister. Cela semblait agir. Tous les instruments scientifiques pointés vers lui devenaient inutiles. Chaque tentative d'observation à distance échouait. Face à cette impasse, l'équipe a pris une décision risquée. Si les machines ne pouvaient pas approcher, alors des humains devraient descendre. Et ce qu'ils allaient découvrir à 90 mètres de profondeur allait remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir. Ils ont plongé dans une obscurité totale. À cette profondeur, l'eau de la Baltique est glaciale, à peine au-dessus de zéro. Le froid s'infiltre rapidement, ralentit les pensées, engourdit les doigts. Il n'y a aucune lumière, pas une pénombre, une obscurité absolue. On ne voit même pas sa propre main devant son masque. Le seul repère est le bruit régulier de sa respiration, amplifié dans le casque. Stéphane Hogeborn, plongeur principal de l'équipe, faisait partie des premiers à descendre. Il utilisait un mélange spécial de gaz pour supporter la pression, qui était environ 9 fois supérieure à celle de la surface. Chaque inspiration sifflait dans son équipement. Chaque expiration libérait des bulles qui disparaissaient dans le noir. Avant d'envoyer des plongeurs, ils avaient testé un robot sous-marin équipé de puissantes lumières. C'était leur seule chance, d'observer l'objet sans danger immédiat. Mais la visibilité était bien pire que prévu. Des particules en suspension, comme un brouillard permanent, diffusaient la lumière. Chaque faisceau lumineux devenait flou, laiteux, incapable d'éclairer correctement.
Le robot avançait lentement, transmettant des images imprécises. Rien que du noir, du vide, puis soudain, le fond marin a changé. La boue molle habituelle a laissé place à une surface dure, compacte. La caméra montrait quelque chose d'inconnu. La texture était rugueuse, marquée mais solide. Ce n'était ni du sable ni des roches ordinaires. Cela ressemblait à une matière ayant subi une chaleur extrême. Lorsque le bras mécanique du robot a touché la surface, les mesures ont surpris toute l'équipe. C'était bien plus dur que n'importe quelle roche sédimentaire. Le matériau ne se fragmentait pas, il ne s'effritait pas, il résistait. Et c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment basculé. Des zones sombres apparaissaient comme brûlées. De fines fissures parcouraient la surface, rappelant une poterie exposée à des températures très élevées. Certaines parties semblaient avoir été fondues, puis solidifiées instantanément. Le robot avait confirmé une chose, cet objet était réel, massif et totalement inhabituel. Mais les images ne suffisaient plus. Hogeborn et son équipe devaient voir de leurs propres yeux. Lorsqu'il est descendu, il s'attendait à trouver une formation rocheuse étrange, mais explicable. Il avait des années d'expérience. Il avait déjà vu des structures volcaniques, des dépôts minéraux, des épaves déformées par le temps. Il pensait être préparé à tout. Puis sa lampe a éclairé la surface, et il s'est figé. Devant lui, ce n'était pas une forme arrondie, érodée, naturelle. C'était un mur parfaitement droit. Il s'élevait à angle droit depuis le fond marin. 90 degrés exacts, net, précis, pas usé, pas irrégulier, comme s'il avait été construit. Hogeborn s'est approché lentement. Il a suivi la surface avec sa main. Elle était plane, continue, puis elle rencontrait une autre surface, formant encore un angle droit parfait. Dans la nature, l'eau et le sable arrondissent tout. Les angles disparaissent avec le temps. C'est une règle fondamentale de l'érosion. Aucun courant océanique ne peut créer ni maintenir des angles parfaits pendant des milliers d'années. Et pourtant, il les touchait, au fond de la mer Baltique. Il a avancé dans ce qui ressemblait à des passages étroits. Des surfaces plates se rejoignaient avec une précision troublante. Puis il a vu quelque chose qui a tout changé. Sur la partie supérieure de la structure, il y avait une ouverture circulaire parfaite, entourée d'un cadre carré surélevé. Un cercle parfaitement centré dans un carré, comme une trappe ou une entrée. Hogeborn s'est arrêté, suspendu dans l'eau, incapable de détourner le regard. Aucun processus naturel ne peut créer une telle combinaison géométrique. Aucun. Les méthodes modernes de géologie ne permettent pas d'expliquer ce genre de formation. Il a posé ses deux mains sur le bord. Sous ses doigts, la matière ressemblait à de la roche brûlée. Mais ce que ses yeux voyaient ressemblait à quelque chose de construit. Ces deux réalités ne pouvaient pas coexister. Les objets fabriqués sont généralement lisses, métalliques, composites. Les roches naturelles sont irrégulières, chaotiques. Mais ici, les deux se mélangeaient. C'était comme si une structure intelligente avait été transformée en pierre. Qui avait créé ces angles parfaits? Quel type de chaleur pouvait brûler la matière sans détruire sa forme? Les réponses allaient venir du laboratoire, mais elles allaient rendre le mystère encore plus profond. Des fragments ont été prélevés et envoyés à l'université de Stockholm pour analyse. L'objectif était simple, identifier le matériau. Mais les résultats ont soulevé encore plus de questions. Bruchert a identifié les échantillons comme étant du basalte, une roche volcanique. Mais cela posait un problème majeur. Il n'y a aucune activité volcanique dans cette région depuis des dizaines de millions d'années. Aucune source de lave, aucun point chaud. Aucun phénomène capable de produire ce matériau. Trouver du basalte ici revient à trouver un glacier en plein désert. Cela ne correspond à rien de connu. Mais le plus troublant restait à venir. Au microscope électronique, la structure cristalline révélait une histoire encore plus étrange. Les cristaux montraient qu'ils avaient été exposés à des températures extrêmement élevées, puis refroidis très rapidement, comme un choc thermique violent, un phénomène similaire à ce que subissent les objets lors d'une rentrée atmosphérique ou dans un environnement industriel extrême. Brucher a envisagé l'hypothèse d'une météorite, mais cela ne correspondait pas non plus. Les impacts de météorites produisent des structures chaotiques, désorganisées. Ici, tout était structuré, géométrique, intentionnel. Deux réalités s'opposaient, une chaleur extrême et une organisation précise.
et aucune théorie connue ne pouvait expliquer les deux à la fois. Ces deux ensembles de faits ne pouvaient pas coexister selon tout ce que nous savons. D'un côté, la matière brûlée indiquait une chaleur extrême, incontrôlable, semblable à celle d'un phénomène naturel violent. De l'autre, la structure, ses angles droits, ses surfaces planes, ses formes géométriques, pointaient clairement vers une conception intelligente, planifiée, construite. Aucun processus naturel connu sur Terre ne peut à la fois faire fondre la pierre et la façonner en structure géométrique parfaite. La science moderne n'a pas de catégorie pour un objet qui serait à la fois une roche et une construction. C'est à ce moment précis que l'hypothèse la plus dérangeante a émergé, et elle ne ressemblait à rien de ce que les chercheurs espéraient entendre. Ce qu'ils avaient devant eux n'était pas simplement une formation rocheuse étrange, ce n'était pas non plus un simple artefact. C'était, selon leurs propres termes, le corps mort d'une technologie. Pas une technologie active, pas une machine fonctionnelle, mais les restes d'un objet conçu, utilisé, puis détruit. Un objet si ancien que le temps, la pression et la chaleur l'avaient transformé au point de le rendre presque méconnaissable. Ils avaient devant eux la preuve physique d'un objet fabriqué, une machine, un véhicule ou une structure qui avait subi un événement énergétique d'une intensité extrême. Cet événement avait à la fois détruit et préservé. La chaleur intense, qu'elle soit d'origine nucléaire, plasma ou totalement inconnue, avait fait fondre les couches externes. Les matériaux d'origine, qu'ils soient entiers-métalliques, composites ou organiques, avaient été altérés au niveau moléculaire. Ils n'étaient plus reconnaissables, ils avaient été minéralisés, transformés en ce que nous appelons aujourd'hui du basalte. Autrement dit, ce qui ressemble à de la roche naturelle pourrait en réalité être les restes transformés d'une technologie ancienne. La structure que Högborn avait observée, les angles droits, les surfaces planes, les cadres circulaires, serait le squelette de cet objet. Une architecture figée dans la pierre, comme une empreinte fossilisée. Le design a survécu, mais la matière d'origine a disparu. Et c'est ici que le véritable vertige commence. Car la question n'est plus seulement « qu'est-ce que cet objet ?» La vraie question devient « qu'est-ce que cela implique ?» Si un objet technologique avancé peut être transformé au point de ressembler à une formation géologique ordinaire, alors combien d'autres objets comme celui-ci existent déjà? Combien sont passés inaperçus? Combien ont été catalogués comme de simples roches, puis oubliés? Pendant des décennies, les explorations marines ont cherché des signes évidents, du métal brillant, des structures reconnaissables, des formes artificielles visibles. Mais si tout ce qu'il reste de certaines technologies anciennes, ce sont des roches brûlées, alors nous avons peut-être mal cherché depuis le début. Les océans couvrent la majeure partie de la planète. Leur profondeur cache des reliefs immenses, des montagnes sous-marines, des structures encore inexplorées. Et chaque anomalie géologique, chaque formation étrange ignorée par les sonars pourrait être autre chose. Peut-être que certaines de ces formations naturelles sont en réalité les restes silencieux de quelque chose de bien plus ancien. Quelque chose que nous n'avons jamais appris à reconnaître. Ce que cet objet révèle est profondément dérangeant. Pas seulement parce qu'il est inexplicable, mais parce qu'il remet en question notre compréhension de l'histoire. Si une technologie avancée a existé dans un passé lointain, suffisamment ancien pour être transformée en pierre, alors notre vision de la chronologie humaine pourrait être incomplète, ou pire, totalement fausse. Combien de civilisations ont existé avant nous? Combien ont disparu sans laisser de traces reconnaissables? Et si leurs traces sont toujours là, mais déguisées en géologie? C'est cela, la véritable inquiétude. Pas la découverte d'un objet étrange, mais la possibilité qu'il ne soit pas unique, que ce ne soit qu'un exemple parmi des milliers. Imaginez un instant, des machines, des structures, des technologies anciennes, dispersées à travers les fonds marins du monde entier, recouvertes de sédiments, transformées par le temps, classées comme de simples roches et ignorées. Chaque navire de recherche, chaque scan sonar, chaque mission scientifique pourrait être passé juste au-dessus de quelque chose d'extraordinaire, sans jamais le savoir, parce que cela ne correspondait pas à ce que nous cherchions. Nous cherchions des signes évidents, mais peut-être que les preuves sont devenues invisibles, silencieuses, figées. Le mystère de la Baltique
n'a pas révélé un vaisseau spatial, ni une cité perdue. Il a révélé quelque chose de bien plus troublant, que les preuves peuvent être cachées en pleine vue, que la nature peut masquer ce qui ne devrait pas exister, et que nous avons peut-être déjà vu ces preuves sans les reconnaître. Si cela est vrai, alors les océans ne sont pas seulement des cimetières d'épaves, ils sont peut-être des archives de civilisations oubliées, de technologies perdues, d'événements que nous n'avons jamais appris à interpréter. Et la réalité la plus inquiétante n'est pas qu'un objet impossible repose au fond de la mer Baltique, c'est que nous n'avons aucune idée du nombre d'objets similaires dispersés à travers le monde. Ils pourraient être là, en ce moment même, sous des kilomètres d'eau, ressemblant à de simples formations rocheuses, gardant des secrets que nous commençons seulement à soupçonner. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que cet objet est unique ou qu'il ne s'agit que du premier que nous avons enfin remarqué? Et si vous voulez explorer d'autres mystères comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner et de ne rien manquer. Parce que parfois, la vérité ne se cache pas dans l'inconnu, elle se cache dans ce que nous pensions déjà comprendre.